Bonsoir à tous, bienvenue dans ce webinaire AFEF-AME consacré à la prise en charge des cholangiocarcinomes intra-hépatiques et périhilaires. Donc il s'agit de la présentation des recommandations de l'AFEF. Je suis Cindy Nezillet, je suis oncologue digestif à l'Institut Curie à Saint-Cloud et j'ai le plaisir de co-animer ce soir ce webinaire avec le professeur Jean-Frédéric Blanc, hépatologue au CHU de Bordeaux, et le professeur Julien Edeline, oncologue au Centre Eugène Marquis à Rennes. Donc, ces recommandations de l'AFEF ont été co-coordonnées par Jean-Frédéric et moi-même, et Julien a participé à leur rédaction. Elles ont été impulsées sous un triple constat dont on va reparler avec Jean-Frédéric, d'évolution épidémiologique de ces tumeurs, également de parcours patients suboptimaux et aussi d'évolution thérapeutique rapide, notamment sur le plan de leur caractérisation moléculaire dont nous parlera Julien. Elles ont été présentées, ces recommandations, lors de la dernière réunion de l'AFEF et elles vont être mises en ligne de façon imminente avant la fin du mois. Ça a été un long process pour les développer selon la méthodologie rigoureuse habituelle des recommandations de l'AFEF, avec de nombreux participants que nous tenons à remercier ce soir, ainsi que Nara Stefanelli et Bénédicte Vauban de l'AFEF pour leur accompagnement à la fois dans l'organisation et la diffusion de ces recommandations. Donc, on va laisser place aux présentations. D'abord, Jean-Frédéric qui va nous parler des aspects de bilan pré-thérapeutique et d'épidémiologie de ces tumeurs. Puis, Julien nous décrira les aspects thérapeutiques. Ce webinaire est interactif. Je ferai le relais de vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous les poser par le chat. On fera un point à la fin de chaque présentation. Voilà, Jean-Frédéric, c'est à toi. Merci. Je vais prendre la main. Voilà, ça marche pour vous parler de la partie épidémiologique et bilan pré-thérapeutique. Alors, je vais me permettre de faire un bref rappel, non pas sur mes liens d'intérêt, encore que, mais sur la méthodologie, comme l'a déjà expliqué Cindy. Donc, c'était porté par l'AFEF, ces recommandations, avec d'autres sociétés savantes que vous voyez ici et qui ont largement participé à leur rédaction. C'est une maladie qui est souvent révélée par des perturbations des tests hépatiques, par un ictère, qui survient souvent sur un foie pathologique. Donc, il y avait une logique à faire des recommandations sous l'impulsion des hépatologues et des hépatogastro-entérologues. Et nous avons uniquement parlé du cholangiocarcinome intrahépatique et du cholangiocarcinome hilaire, ce qu'on appelait tumeur de Klatskin. Vous avez ici les participants qui sont notés, les différents groupes qui ont travaillé, ainsi que l'analyse bibliographique faite par 3 jeunes médecins et le groupe de relecture. Alors, ces recommandations, il y a d'abord eu une recherche bibliographique complète, puis à partir de cela, une écriture par les experts et un grade qui est soit le grade, il est recommandé de faire, c'est le grade A, soit il est probablement recommandé de faire ou de ne pas faire, donc le grade étant positif ou en négatif, sinon c'est en avis d'expert. Et toutes ces recommandations ont ensuite été votées par des spécialistes sélectionnés par chacun des groupes coopérateurs qui a participé. Et il y avait un accord qui était apporté. Toutes les recommandations qu'on va vous montrer ont fait l'objet d'un accord fort, c'est-à-dire que plus de 70% des votants étaient d'accord avec les recommandations. Alors, pour vous parler donc des cholangiocarcinomes, on a la première partie, c'est l'épidémiologie et les facteurs de risque. L'épidémiologie, c'est pas si facile parce que, même si ça peut paraître curieux, on la connaît assez mal. En particulier pour les intrahépatiques. Les intrahépatiques sont souvent classés, en particulier dans les registres français, avec les carcinomes hépatocellulaires. Il est difficile de faire la part des choses. Quant aux cholangiocarcinomes périhilaires, ils peuvent être classés soit en intrahépatique, soit en extrahépatique. Donc, les chiffres sont finalement assez difficiles à affirmer. Ce que l'on sait à peu près bien dans les chiffres français, c'est l'incidence des extrahépatiques comportant la vésicule biliaire, la voie biliaire principale, qui est estimée, vous le voyez, à peu près 3000 cas par an. Pour les intrahépatiques, on se fie à des publications internationales. Et cette publication qui estime qu'en France, il y a à peu près autant en incidence d'intrahépatiques. Évidemment, il y a un chevauchement entre les intra et les extrahépatiques sur le IL, mais on peut estimer qu'il y a probablement entre 3 et 4 000 cas de cholangiocarcinome chaque année.
en France en comptant intra- et extra-hépatique. Alors, pour ce qui est de la mortalité, on l'a dit, on le répétera, c'est une tumeur qui est grave, avec un pronostic qui est sombre et qui reste sombre, mais il y a des progrès de fait. Et en France, par exemple, la mortalité par cholangiocarcinome intrahépatique est parmi les plus fortes dans le monde, alors que dans les extrahépatiques, c'est relativement plus faible, c'est beaucoup plus rare en mortalité. L'augmentation d'incidence est ressentie, elle n'est pas formellement démontrée. Ceci dit, quand on regarde l'augmentation de la mortalité par cancer intrahépatique qui est de plus 70% entre 2002 et 2012 et qui a continué par la suite, on peut imaginer que l'incidence est aussi en augmentation alors que celle des cholangiocarcinomes extrahépatiques est à moins 22% en diminution. Alors, pour ce qui est du but de ces recommandations, on l'a dit, c'est aussi le parcours de soins. Ces maladies sont diagnostiquées très tardivement. Les chiffres qui étaient publiés par Cindy, qui sont des études à partir de PMSI, montrent que sur la période 2014-2015, sur les 3600 cas identifiés de cholangiocarcinome intrahépatique, 65% ont reçu uniquement des soins de support et uniquement 870 de la chimiothérapie. Ça veut dire que le diagnostic est fait tardivement. C'est peut-être difficile à améliorer cela, mais il est également certain qu'au diagnostic, la situation est souvent apparaît défavorable avec un ictère, un sepsis, et de façon plus générale, des traitements qui jusqu'à maintenant étaient assez limités. C'est en train de changer, on le verra avec Julien, mais pour faire accéder ces patients à la chimiothérapie et aux thérapies ciblées, il faut d'abord contrôler la maladie et ne pas laisser tomber trop tôt. Le drainage de l'ictère, la prise en charge nutritionnelle va permettre à certains patients d'aller vers des traitements plus spécifiques. Et donc, comme cette prise en charge est extrêmement décentralisée, eh bien, il faut que les recommandations soient diffusées et que il puisse y avoir des échanges entre les centres dits primaires, les centres experts pour optimiser la prise en charge et éviter ou diminuer ce chiffre qui est quand même de 25% de décès au premier séjour. Donc, essayer de laisser la chance aux patients avec les armes dont on dispose maintenant. Pour ce qui est des facteurs de risque, alors les facteurs de risque, en fait, plus on va vers le cholangiocarcinome intrahépatique, plus on va vers les petits canaux, donc en périphérie du foie, plus on retrouve les facteurs de risque d'hépatopathie chronique qui exposent au carcinome hépatocellulaire. Plus on va vers la voie biliaire principale, plus on est vers des maladies inflammatoires des voies biliaires, dont les maladies infectieuses qu'on retrouve souvent en Asie, mais qui sont extrêmement rares sous nos contrées. Donc, si on regarde les facteurs de risque, en termes de facteurs de risque majeurs, c'est la cholangite sclérosante primitive. Bien sûr, ceci dit, cette maladie étant rare, les cholangiocarcinomes sur cholangite sclérosante seront finalement moins fréquents que ceux qui surviennent sur un terrain d'hépatopathie chronique, tels que le VHB, le VHC, l'alcool, le terrain dysmétabolique. Donc, la recommandation est de chercher ces facteurs de risque, maladie des voies biliaires, pathologie kystique, cholangite sclérosante, cirrhose, infection virale B, virale C, et puis des facteurs de risque comme l'alcool, le diabète, la consommation tabagique. Alors évidemment, c'est assez théorique, mais ça a aussi une implication pratique parce que le fait qu'il y ait une hépatopathie chronique sous-jacente, parfois méconnue, peut amener à modifier la prise en charge. Facteurs de risque, on peut arriver il y en a certains qui sont connus et pour lesquels on a fait des propositions. Et je vous en montrerai 4. La première, c'est le kyste du cholédoque. Certaines formes exposent à des cholangiocarcinomes hilaires, voire des cholangiocarcinomes intrahépatiques. Et donc, il a été noté qu'en cas de découverte d'un kyste cholédoque avec anomalie de la jonction bilio-pancréatique chez l'adulte, il faut proposer, probablement recommander, c'est un grade 2, de proposer une exérèse du kyste par une équipe experte. Le second point que l'on rencontre parfois en hépatologie, c'est la maladie de Caroli, avec des lésions plus diffuses des voies biliaires. Il existe un risque de dégénérescence et donc il est probablement recommandé de surveiller les patients
Le rythme et les modalités, l'IRM annuel, sont du domaine de l'avis d'expert. Autre situation rencontrée en hépatologie, ce sont les syndromes LPAC, avec des lithiases intrahépatiques, mais on n'a pas trouvé assez d'arguments pour proposer un dépistage du cholangiocarcinome. Il n'est donc probablement pas recommandé de proposer un dépistage, c'est un avis d'expert. Et de la même façon, une situation que l'on rencontre finalement assez souvent sur l'imagerie, c'est ces images en ciel étoilé d'amartome. Le risque de développer des cholangiocarcinomes sur amartome est mal documenté, probablement excessivement rare, et donc il a été retenu qu'il n'était probablement pas recommandé de dépister le cholangiocarcinome chez les patients porteurs d'amartome multiple, d'amartomatose, qu'on appelle les complexes de von Meyenburg. Alors, venons-en maintenant au bilan préthérapeutique et au diagnostic. En fait, il y a deux situations assez différentes. Vous avez le cholangiocarcinome intrahépatique, et ce cholangiocarcinome intrahépatique, le problème sera de faire la différence entre une tumeur primitive biliaire et une métastase. Et puis, il faut également tenir compte de l'hépatopathie sous-jacente. Pour les cholangiocarcinomes hilaires, le problème est un peu différent. Il va y avoir souvent un ictère à prendre en charge et beaucoup plus de difficultés diagnostiques puisque les biopsies sont plus compliquées. Donc là se posera la question tumeur bénigne versus sténose bénigne versus sténose maligne, et puis le bilan de résécabilité. Que ça soit l'un ou l'autre, l'important c'est de ne pas perdre de temps parce que les patients se dégradent vite. Et donc il va falloir enchaîner les examens dans le bon ordre et les examens utiles. Alors, on va commencer par le bilan préthérapeutique du cholangiocarcinome intrahépatique. On commence par l'intrahépatique. Et donc, c'est relativement simple. Il est recommandé de faire un scanner multiphasique thoracoabdominopelvien en première intention. C'est du grade 1 et un accord faux. Donc, c'est l'examen de base, c'est le scanner. L'IRM ne sera indiqué dans le bilan préthérapeutique du cholangiocarcinome intrahépatique qu'en l'absence de métastase extrahépatique. Ça sera pour s'assurer que la tumeur est bien résécable, par exemple. En cas de métastase, le scanner suffit. La biopsie est recommandée, c'est un grade 1 fort, en foie non tumoral, pour affirmer le diagnostic et éliminer le diagnostic différentiel. Vous verrez plus tard que s'il y a une suspicion d'hépatopathie, la biopsie en foie non tumoral est aussi importante. Le PET scan n'est pas recommandé, PET scan FDG, de façon systématique. C'est un marqueur fort et ça fait partie des choses dont je parlais, de ne pas perdre du temps à multiplier les examens et en particulier à obtenir un PET scan qui ne doit pas être systématique. Et puis, les autres examens, dont les examens endoscopiques, ne seront réalisés qu'en cas de doute histologique. Si l'anatomopathologiste est capable de dire cholangiocarcinome, il n'y aura pas besoin d'aller faire ces explorations endoscopiques. Et donc, vous voyez que tout dépendra de l'anatomopathologiste. Et là, il y a eu un gros travail de fait que vous retrouvez dans les recommandations qui sont sur le site de la FEF, qui montre que l'on peut faire à partir d'immunohistochimie des diagnostics assez précis, des diagnostics différentiels avec la plupart des autres tumeurs en se basant sur un certain nombre de cytokératines, les cytokératines 7 et 20, mais également en utilisant le bleu alcyon et, ça c'est plus novateur, la CRP, qui est positive dans les cholangiocarcinomes intrahépatiques à petits canaux, plus rarement dans les gros canaux, et qui est négative dans les autres localisations tumorales et les métastases. Donc on a là un marquage qui peut être extrêmement intéressant. C'est la CRP en histologie, c'est pas la CRP sanguine, la CRP sérique dont on parle. Donc, ce tableau est extrêmement important. Il est résumé sur ces recommandations, ce qu'il faut faire. Donc, il faut biopsier, c'est le grade 1, je reviens pas dessus. Et le panel recommandé est marqué là, CytoK7, CytoK20, CDX2, SATB2, TTF1, GATA3, qui est un marqueur du sein chez la femme. Donc, théoriquement, sur un compte-rendu d'ANAPAT, vous êtes en mesure de demander que tout ceci soit fait pour une certitude de diagnostic. Et il est marqué qu'en seconde intention, si l'on ne peut pas trancher entre une métastase et un primitif, en grade 2, l'anticorps anti-CRP peut être utilisé. Et comme je vous l'ai dit, si un projet chirurgical est envisagé, il faut s'assurer de l'absence de maladie hépatique sous-jacente et dans ce cas-là, biopsier le foie non tumoral est bien sûr intéressant.
Voilà, ça, j'en parle très vite parce que Julien vous en reparlera. Il y a des facteurs pronostics péjoratifs qui font que le pronostic post-chirurgie est moins bon. Et donc, avant de se lancer dans une chirurgie, il faut faire des marqueurs, donc le CA19-9, la CE. Il faut bien évaluer le risque ganglionnaire parce que ça peut modifier la prise en charge. Et puis, de façon générale aussi, il faut savoir que ces patients ont un cancer, sont souvent ictériques, parfois septiques, qu'ils ont une biliopathie, qu'ils ont une hépatopathie possible. Et donc, il y a une réhabilitation, si on envisage la chirurgie, qui est extrêmement importante pour une chirurgie qui est parfois une chirurgie complexe et lourde. Alors, pour le cholangiocarcinome extrahépatique, là, la question est très différente. C'est comment faire le diagnostic et surtout comment ne pas être délétère. Et le message clé est finalement de ne pas toucher, c'est-à-dire de ne pas aller faire de gestes invasifs, qu'ils soient radiologiques ou endoscopiques, tant que le dossier n'a pas été discuté en RCP et discuté en RCP avec un scanner multiphasique et une IRM hépatique, cholangio-IRM. Donc il faut les deux, c'est un grade 1+, c'est un accord fort. Alors, ça veut dire qu'il faut ces deux examens, ce qui prend un tout petit peu de temps, mais il faut essayer de les avoir les plus vite possible, et ça fait vraiment partie des recommandations. Le TEP scan, encore une fois, ne fait pas partie du bilan systématique d'extension. Donc, ne pas perdre de temps avec le PET scan. On a déjà à avoir le scanner et l'IRM. Et le dosage des IgG4, c'est le diagnostic différentiel, on peut le lancer assez vite, mais c'est surtout si on a un doute fort sur l'existence d'une tumeur maligne et si on a des premiers prélèvements qui sont négatifs. Alors voici le schéma, qui est un schéma important. En cas de suspicion de cholangiocarcinome périhilaire, on fait le scanner et l'IRM. Et ensuite, le dossier est présenté à RCP. Donc, pour l'instant, on n'a pas touché au patient, même s'il y a un ictère, l'ictère, en l'absence de sepsis, ce n'est pas une urgence de drainage, et le sepsis est rarement présent. Donc, on a deux solutions. La tumeur est opérable, résécable ou éligible à une transplantation hépatique, ce qui est plus rare. S'il n'y a pas de drainage biliaire préopératoire nécessaire, on peut aller directement à la chirurgie. Il peut être quand même discuté l'échographie endoscopie ponction des adénomégalies si le risque chirurgical est élevé ou s'il y a projet de transplantation, parce que vous le verrez, la présence de ganglions expose un risque de récidive très important. Donc, il peut être parfois intéressant, mais c'est après discussion avec le chirurgien de savoir si les adénomégalies sont ou non métastatiques. S'il y a indication d'un drainage biliaire, et uniquement dans ce cas-là, à ce moment-là, on fera des prélèvements par cholangiographie rétrograde en faisant brossage et biopsie. C'est un grade 1+, et c'est ce que l'on fait en première intention. Et il est recommandé de le faire avec une écho-endoscopie également, permettant de biopsier la tumeur ou des ganglions. Et quand on associe tout ça, on est à plus de 80% de résultats positifs. Les résultats peuvent être négatifs, on reverra, et c'est dans ce cas-là que l'on peut discuter une deuxième CPRE avec cholangioscopie. La cholangioscopie, c'est un grade 2+, n'étant pas indiqué en première intention. Chez le patient qui est non opérable, eh bien, s'il faut un drainage, on revient sur le même schéma. S'il n'y a pas besoin de faire de drainage, ce qui est plus rare, on est plutôt sur l'écho-endoscopie ponction pour avoir une preuve histologique. Donc, en résumé, ça aussi, c'est un message important. En cas de brossage biliaire négatif, ce qui arrive, il est recommandé de recommencer la CPRE dans un centre spécialisé de façon à avoir brossage et biopsie endobiliaire si ça n'a pas été fait d'emblée et, si nécessaire, l'écho-endoscopie biopsie. Donc ça, si c'est négatif. Si c'est atypique, il est proposé de refaire une relecture cytologique sous réserve que cela prenne moins de 2 semaines. Et si nécessaire, de réitérer la CPRE encore une fois pour brossage, biopsie et cholangioscopie. Donc ça, c'est atypique. Si c'est suspect, à condition que ce soit défini selon la formulation de Papanicolaou qui est décrite dans les recommandations, eh bien, cela peut être considéré comme suffisant pour débuter un traitement par chimiothérapie ou faire une chirurgie après validation RCP spécialiste, donc en cas de cytologie suspecte.
En cas de cytologie négative, c'est ni atypique ni suspecte à 2 reprises, si le tableau clinique est évocateur, si on a après cholangioscopie, après prélèvement éliminé une cholangite à IgG4, ce qui n'est pas toujours très facile, on peut débuter un traitement par chimiothérapie. Après validation RCP, un peu sur le modèle du pancréas, ou après 2 échecs de biopsie, on peut valider en RCP une chimiothérapie si le diagnostic est suffisamment sûr. Les analyses moléculaires NGS sont proposées chez les patients atteints de cholangite sclérosante primitive. C'est un grade 2+, c'est à visée diagnostique, pas hors cholangite sclérosante primitive. Et il n'est pas recommandé d'effectuer, probablement pas recommandé d'effectuer des recherches d'anomalies chromosomiques par technique FISH sur les prélèvements endobiliaires. Pour le drainage, les messages sont assez simples. Il faut d'abord le discuter après avis d'une réunion pluridisciplinaire comportant chirurgien, endoscopique, radiologue. Et il faut avoir fait l'évaluation radiologique avant le drainage biliaire. Si on fait un drainage biliaire, on pourra y revenir lors des questions, il faut privilégier la voie endoscopique en cas de drainage biliaire préopératoire. On est en situation curative, c'est un grade 2+, c'est un accord fort. Il vaut mieux utiliser des prothèses plastiques extirpables. Dans ce cas-là, c'est un grade 1+, accord fort. Et bien sûr, si on est obligé de le faire en urgence et qu'on n'a pas eu le temps de faire le bilan d'extension, ce qui encore une fois est très rare, d'opérabilité, on peut mettre des prothèses plastiques. S'il n'y a pas d'ictère, il ne faut pas drainer. Grade 1+, accord fort, même s'il y a une cholestase. Et en situation palliative, bien, c'est relativement simple. Il faut un drainage biliaire en centre spécialisé, avec un centre qui dispose à la fois des compétences radiologiques et endoscopiques, ce qui est un accord fort, de façon à choisir la meilleure voie d'abord et de poser des prothèses a priori métalliques non couvertes en raison d'une durée de pérabilité plus longue. C'est un grade 1+, c'est un accord fort. Si ce drainage est insuffisant, impossible, on peut choisir d'autres voies qui sont les voies percutanées, qui sont les voies endoscopiques de type hépatico-gastrostomie. C'est de l'avis d'experts, c'est de la discussion en fonction des disponibilités dans le centre des techniques. Ce qu'il est recommandé d'éviter, c'est la pose d'un drain externe définitif, qui est souvent délétère, avec des complications infectieuses, qui est inconfortable pour le patient. C'est un accord fort. Donc, vous voyez que toutes ces recommandations, elles montrent que la prise en charge initiale est complexe, qu'il ne faut pas perdre de temps et que tout repose sur l'imagerie de qualité scanner IRM dans les tumeurs d'huile et sur une multidisciplinarité et une expertise. Et donc, on revient sur la notion de parcours de soins, parce que c'est ce parcours de soins qui va permettre de passer le premier cap du diagnostic, de passer le premier cap du contrôle de l'ictère, du contrôle d'un éventuel sepsis s'il y a un sepsis, et d'accéder à des traitements curateurs dont on va vous parler dans un second temps. Voilà pour ma présentation. Donc, je pense qu'on peut avoir quelques minutes pour une discussion. Merci beaucoup Jean-Frédéric. Alors, on n'a pas encore de questions sur le chat, mais ta présentation a permis de bien montrer en fait comment dans ces recommandations, le bilan pré-thérapeutique est vraiment bien hiérarchisé et que l'objectif, c'est vraiment d'éviter les examens futiles. Et aussi par rapport au TNCD avec lequel il a été harmonisé, ce qui est très intéressant, c'est la différenciation du bilan des intrahépatiques et des périhilaires. Et je pense que les messages un petit peu, on va dire, nouveaux sur lesquels on peut insister, c'est peut-être pour les intrahépatiques, la biopsie en foie non tumoral auquel les oncologues ne pensent pas toujours. La CRP aussi pour les intrahépatiques en immunohistochimie qui n'est pas encore connue de tous nos pathologistes et pour laquelle il va falloir qu'on ait un message aussi de diffusion au sein de nos équipes. Et aussi, comme tu le disais, pour les extrahépatiques, de pouvoir se positionner en fonction du compte-rendu de cytologie et de donner la possibilité de débuter une chimiothérapie, même en l'absence de preuve cytologique formelle. Je pense que c'est un élément important. Et un point peut-être que pourrais commenter, c'est par rapport à la place de la cholangioscopie, parce que c'est vrai que c'est un examen dont on parle beaucoup et qui est positionné souvent, parfois un peu tôt dans la démarche diagnostique. Et là, l'objectif a été peut-être de remettre davantage l'écho-endoscopie en première ligne et de rappeler que les indications de la cholangioscopie est plutôt en seconde intention.
Oui, oui, je pense que les messages importants, c'est sur l'anatomopathologie. Les anatomopathologistes ont fait un gros travail, aussi bien pour l'intra que pour l'extra-hépatique, en montrant que avec des marqueurs, on peut quand même aller au diagnostic formel de cholangiocarcinome et que on devrait moins voir en théorie, à condition que ça soit diffusé des commentaires disant c'est un adénocarcinome, je ne sais pas si c'est primitif ou secondaire. On devrait quand même pouvoir avancer avec des limites, donc peut-être parlera Julien, c'est qu'on va consommer pas mal de tissus à faire des immunomarquages et que derrière, il faut encore du tissu pour faire de la biologie moléculaire, donc ça veut dire qu'il faut quand même des carottes de bonne qualité si on veut avancer. La cytologie, on a beaucoup insisté dessus, c'est très compliqué, mais là, il y a des centres experts qui font très bien la cytologie. Le tout, c'est d'avoir des relectures assez rapides. Quant à la cholangioscopie, ça a été discuté assez longuement par les endoscopistes. Leur message, c'est de dire, que la cholangioscopie n'est pas validée, en tout cas théoriquement remboursée en première intention, c'est un examen de seconde intention, et qu'avec la combinaison biopsie plus brossage, ils ont beaucoup insisté, plus écho-endoscopie, la rentabilité est quand même supérieure très largement à 80%. Et donc, ces examens doivent suffire la plupart du temps à faire le diagnostic. Alors, on a une question qui est arrivée sur la place du TEP scan et qui nous dit que si le TEP est disponible, compléter le dossier du malade en le faisant, je pense en particulier pour un cholangiocarcinome intrahépatique, ça peut être un plus pour éliminer un primitif autre. Alors, ça a été l'objet de discussion au moment de la rédaction des recommandations. On a bien spécifié du coup les bilans d'extension versus le bilan diagnostique. C'est ce qu'on a noté, c'est qu'en cas de doute diagnostique et si on cherche un primitif, le TEP scan peut être important. Dans le bilan d'extension de l'intrahépatique, on l'a pas retenu en première intention. Le message que je voudrais forcer, c'est qu'avec le scanner multiphasique, l'IRM, on a déjà une précision qui est importante. Et ce qu'il faudrait surtout pas, c'est perdre du temps à faire un examen supplémentaire. Donc le message, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'examens à faire, rien que le scanner et l'IRM, et que ça, plus un avis d'expert, ce sont des maladies suffisamment graves pour qu'on fasse les choses vite, sans examen qui n'ont pas prouvé. À l'heure actuelle, c'est le message que ça a changé l'attitude thérapeutique dans un nombre significatif de cas. La seule situation peut-être où on peut rediscuter, parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup discuté au moment des recommandations, c'est que quand on a une immunohistochimie CK7+, CK20-, le diagnostic pour lequel on ferait pas la même chimiothérapie, c'est quand même l'adénocarcinome gastrique. Et l'endoscopie digestive haute, si on a le moindre doute, doit être discutée assez facilement, alors que la coloscopie a rarement une place parce que sur un CK7+, CK20-, c'est très peu probable que ce soit un cancer du côlon métastatique. C'est ce que nous ont dit les anatomopathologistes, que la plus grande difficulté pour eux, c'est différencier estomac et cholangiocarcinome. Alors souvent, la tumeur, on peut la voir au scanner, mais pas toujours. Si c'est une de lignite ou une tumeur un peu infiltrante, ça vaut le coup de faire la fibroscopie sur indication de l'anatomopathologiste. Alors, on me demande si on peut préciser l'intérêt du NGS dans les sténoses de la CSP. Ça a été, voilà, ce sont les cytologistes et les anatomopathologistes dans leur texte, c'est très bien indiqué que le NGS peut avoir une valeur diagnostique importante. Il y a un certain nombre de marqueurs à chercher sur le NGS qui sont précisés et qui permettent dans ces sténoses qui sont parfois très inflammatoires de faire le diagnostic de plus de certitude entre une sténose inflammatoire maligne et une sténose inflammatoire bénigne. Et la biopsie est-elle systématiquement nécessaire quand on est face à un cholangiocarcinome intrahépatique opérable d'emblée? Et si oui, quelle voie privilégier? Mais bon, si c'est un intrahépatique, c'est plutôt... Intrahépatique, oui, c'est percutané. C'est sûr, on va pas aller chercher en échondo. Ça a été très discuté. On a fini par conclure qu'il y avait un risque d'erreur diagnostique qui était pas négligeable. Une tumeur unique peut quand même être une métastase, ça peut être une tumeur endocrine, ça peut être une autre maladie, que c'est quand même raisonnable d'avoir une preuve histologique avant d'aller vers la chirurgie.
Et on a une question sur la place des marqueurs tumoraux. Je pense que tu l'as un peu abordé. C'est pas visé. Je pense que c'est les marqueurs tumoraux circulants, hein, la CE, le CA19-9. Bah, ça, je pense que Julien en reparlera. Ce sont des facteurs pronostiques importants qui sont à prendre en compte dans la décision chirurgicale, essentiellement. Mais on n'est pas sur le diagnostic. Le CA19-9 peut être faussé par la cholestase. Donc et la CE n'est pas spécifique du tout du cholangiocarcinome, pas plus que le CA19-9 d'abord, non plus. Ça marche. Merci beaucoup Jean-Frédéric. Je propose qu'on enchaîne et s'il y a d'autres questions qui vous viennent pendant la deuxième présentation sur le bilan pré-thérapeutique, n'hésitez pas, on pourra revenir dessus à la fin également. Et donc Julien, c'est à toi sur les aspects thérapeutiques. Alors, merci Cindy, merci Jean-Frédéric de me permettre de présenter donc ces recommandations sur les aspects thérapeutiques de la prise en charge du cholangiocarcinome intrahépatique et périhilaire. Donc ça, c'est l'algorithme global sur le cholangiocarcinome intrahépatique qu'on va décortiquer petit à petit avec, bien sûr, en commençant par les formes résécables, en allant ensuite vers les questions sur les traitements locaux régionaux non chirurgicaux, puis vers les traitements systémiques. Et une chose qui est toujours important de rappeler dans ces tumeurs qui peuvent être symptomatiques et qui évoluent, comme Jean-Frédéric l'a dit en début, malheureusement fréquemment de manière défavorable, de pas oublier la prise en charge par soins de support à tout moment de leur prise en charge. Alors, pour aller dans l'ordre, on va commencer par la prise en charge chirurgicale. Première question, quand opérer un cholangiocarcinome intrahépatique? Et là, déjà, on introduit des notions un petit peu nouvelles. Donc, bien sûr, on va opérer des cholangiocarcinomes qui ne sont pas métastatiques. On va y associer un curage ganglionnaire qui est obligatoire dans le cholangiocarcinome intrahépatique. Et on va avoir réfléchi, comme Jean-Frédéric Blanc nous l'a redit, est-ce qu'il y a une hépatopathie sous-jacente, mais pourquoi pas faire une biopsie avant de les opérer. Mais on va également réfléchir à la présence de facteurs pronostiques péjoratifs qui sont cet envahissement ganglionnaire régional, une taille importante, des marqueurs élevés, des nodules multiples ou un statut de résection incomplète R1 prévisible. Si on ne trouve qu'un seul de ces facteurs pronostiques péjoratifs, on ne va pas considérer que c'est une contre-indication à la chirurgie. Et ça, c'est du niveau d'avis d'expert. Par contre, quand plusieurs facteurs pronostiques péjoratifs vont être associés, et il y a un grade 2 moins pour dire qu'il est probablement pas recommandé d'aller opérer du fait du mauvais pronostic, en tout cas de ne pas opérer d'emblée. Petit commentaire sur si on a des doutes sur la résécabilité, on peut s'aider d'une laparoscopie. Ça peut aider notamment sur des images suspectes de carcinose péritonéale. La chirurgie du cholangiocarcinome intrahépatique, quelques commentaires. Alors, on enforce une porte ouverte en disant qu'on va chercher à avoir des marges saines. Et plus la marge est importante, et on va viser un objectif de 10 mm, bien sûr, en fonction de ce qui est possible selon le cas du patient. Un curage ganglionnaire est indispensable avec un objectif d'au moins 6 ganglions, que l'on ait suspecté ou pas des envahissements sur le bilan préopératoire. Question sur la place de la transplantation hépatique. À l'heure actuelle, on considère qu'elle n'est pas recommandée en dehors d'essais cliniques lorsqu'on a posé en pré-transplantation le diagnostic de cholangiocarcinome. Quand opérer un cholangiocarcinome périhilaire cette fois, donc bien sûr non métastatique, curage ganglionnaire et estimation du volume de foie restant pour savoir s'il y a besoin de préparer le foie par une embolisation. La chirurgie n'est probablement pas recommandée lorsqu'on a un envahissement ganglionnaire loco-régional visible et un statut R1 prévisible. Et là encore, résécabilité peut être évaluée par une laparoscopie si on a des doutes initialement. Les marges de résection souhaitées pour un cholangiocarcinome. Là aussi, des portes ouvertes. On va bien sûr contre-indiquer si on estime que la résection sera R2. On va chercher des marges saines R0
Pour ça, il va être nécessaire d'effectuer une résection parenchymenteuse au minimum des segments 1 et 4B, et ensuite, dépendant de l'atteinte droite ou gauche du préférentiel. Il est recommandé, en cas de suspicion d'envahissement de la bifurcation, une résection monobloc. Et sur une tumeur périhilaire qui descendrait jusque dans le pancréas, on considère que le pronostic est trop sombre et qu'il ne serait pas recommandé de réaliser des DPC associés à une chirurgie de cholangiocarcinome périhilaire, bien sûr. D'autres commentaires sur la chirurgie cholangiocarcinome périhilaire. Là encore, un curage avec un objectif dans le périhilaire que la littérature situe à 5 ganglions. La place de la transplantation hépatique n'est pas recommandée pour un résécable. Par contre, une tumeur qui ne serait pas résécable en résection standard, qui n'a pas d'extension métastatique, une taille tumorale de moins de 3 cm avec une absence d'envahissement ganglionnaire, pourrait tirer bénéfice d'une transplantation après un traitement néoadjuvant, et c'est bien sûr une approche qui doit être discutée avec un centre de transplantation hépatique. Dans les autres paramètres sur la chirurgie du cholangiocarcinome, la technique ALPS qui a été discutée pour des métastases n'est probablement pas recommandée avec des séries plutôt défavorables, et donc on ne recommande pas ce type de chirurgie hépatique. Un très bref mot sur l'hépatocholangiocarcinome. On considère qu'il est raisonnable d'opérer un hépatocholangiocarcinome résécable lorsque le volume fonctionnel est suffisant, et qu'il faut réaliser un curage ganglionnaire lors de cette intervention. Lorsque cet hépatocholangiocarcinome est multifocal, compte tenu du mauvais pronostic, un avis d'expert de ne pas réséquer ces interventions. La place de la transplantation hépatique, lorsqu'on a une documentation de cet hépatocholangiocarcinome lors de l'inscription, n'est pas recommandée actuellement. Passons maintenant aux traitements locaux régionaux, donc de radiologie interventionnelle et de radiothérapie. Ce sont des techniques, bien sûr, qui ont été testées essentiellement dans les carcinomes hépatocellulaires et qui ont été moins étudiées dans les cholangiocarcinomes. Si on regarde lors de ces différentes techniques loco-régionales de radiologie interventionnelle, la première chose, c'est que le niveau de preuve est insuffisant. Donc, si un autre traitement standard est possible, que ce soit la résection ou dans les situations avancées la chimiothérapie, il faut faire la priorité à ce traitement standard. L'ablation percutanée nous semble recommandable pour les lésions de moins de 3 cm si la résection chirurgicale n'est pas possible. Un traitement intra-artériel peut être envisagé dans les cholangiocarcinomes intrahépatiques non résécables, sans atteinte extra-hépatique, et en association à une chimiothérapie systémique de première ligne. Traitement intra-artériel seul peut être discuté en recours après échec des traitements systémiques standards en l'absence de progression extra-hépatique. Tout cela est du niveau d'avis d'expert. Par contre, pour les cholangiocarcinomes périhilaires, pas recommandé de traitement de radiologie interventionnelle. La place des traitements endoscopiques de destruction tumorale est essentiellement pour le périhilaire, comme la photothérapie dynamique, la radiofréquence endobiliaire, actuellement ne sont pas recommandées et ne doivent être proposées que dans le cadre d'essais cliniques. En ce qui concerne la radiothérapie, dans le cholangiocarcinome intrahépatique, il n'est probablement pas recommandé de proposer de la chimioradiothérapie conventionnelle en dehors d'essai. Par contre, la radiothérapie stéréotaxique dans l'intrahépatique unique de moins de 5 cm qui ne serait pas opérable peut être envisagée selon un avis d'expert. Dans le cadre du cholangiocarcinome périhilaire, on va distinguer deux situations.
une situation opérable où on ne va pas recommander ce type d'approche et une situation du patient non résécable pour lequel on proposerait une transplantation où là, cela peut rentrer dans le cadre d'un traitement néoadjuvant. Enfin, il peut se discuter en situation adjuvante, en post-opératoire, en cas de cholangiocarcinome périhilaire avec résection R1, une radiothérapie qui aura lieu après la phase de chimiothérapie adjuvante qu'on va discuter tout de suite. Donc, on passe maintenant au traitement systémique. Et comme le disait en introduction Cindy, il y a des modifications récentes du panorama qui font intervenir à la fois de nouvelles molécules et l'introduction de la biologie moléculaire. Alors, si on commence sur le traitement adjuvant, un algorithme, à gauche, on a le cholangiocarcinome intrahépatique résécable. On a dit pour une tumeur résécable, c'est la chirurgie d'emblée, pas de traitement néoadjuvant standard. Et quelle que soit la résection R0 ou R1, quand les patients récupèrent de la capecitabine adjuvante. Dans le cholangiocarcinome périhilaire, de la même manière, pas de traitement néoadjuvant, résection s'il est résécable d'emblée. En standard, devant une résection R0, on proposera la capecitabine adjuvante. En cas de résection R1, le standard serait la capecitabine adjuvante et il y a cette option que je viens de discuter de la radiothérapie complémentaire après cette phase de capecitabine adjuvante sur un aspect d'avis d'espère. Donc, si on précise un petit peu les choses sur l'adjuvant, on considère qu'il est probablement recommandé de proposer une chimiothérapie par capecitabine pendant 6 mois, que la résection soit R0 ou R1, que la tumeur soit N0 ou N1, dans un cholangiocarcinome intrahépatique ou périhilaire, si les patients récupèrent en post-opératoire dans un délai n'excédant pas 16 semaines. C'est considéré comme un grade G2+. Cette chimiothérapie donc est à base de capecitabine. Il n'est pas recommandé d'utiliser une chimiothérapie à base de gemcitabine. Dans les situations avancées, l'algorithme est le suivant. Il va dépendre beaucoup du performance status. Encore une fois, on a dit que c'est une population qui peut être fragile et donc on évalue bien l'état général. Une des grandes nouveautés dans cet algorithme, ça va être l'apparition du profil moléculaire et qu'on va placer dès le diagnostic de cholangiocarcinome avancé. Donc, on va lancer ce profil moléculaire pendant le début du traitement de première ligne pour pouvoir l'exploiter dès la deuxième ligne. Et donc, on ne doit pas attendre une première progression, on doit le lancer dès le diagnostic de phase avancée. Les patients sont à risque de se dégrader sur le plan d'état général. Et il ne faut pas fermer les portes par un test trop tardif, car on va voir qu'on a de plus en plus d'options de thérapie ciblée. Donc, si on prend les différentes lignes de traitement, quels sont les traitements de chimiothérapie recommandés en première ligne ? Une chimiothérapie de recommandée avec un grade fort, c'est l'association gemcitabine-cisplatine chez les patients PS0A2, c'est un grade G1+. D'autres chimiothérapies par Capox et Gemox sont recommandées en cas de contre-indication au cisgem. Donc, c'est pas des alternatives sur le même rang, c'est en cas de contre-indication. L'adjonction du durvalumab à la chimiothérapie par cisgem est probablement recommandée avec un grade G2+, et vous avez probablement entendu qu'elle est actuellement en accès précoce depuis plusieurs semaines en France, donc accessible pour nos patients. Chez les patients PS2, une alternative qui serait la gemcitabine seule, selon un grade G2+, et on rappelle toujours les soins de support à mettre en œuvre en association ou non au traitement spécifique. Ne pas oublier de traiter les symptômes des patients. Prise en charge des patients PS3, 4 doit reposer sur les soins de support exclusifs. Peut se discuter un drainage en fonction de la symptomatologie. Le traitement de deuxième ligne.
Donc, comme je l'ai recité dans l'algorithme, on doit faire le portrait moléculaire pendant la première ligne thérapeutique. Et si l'on retrouve une altération moléculaire qu'on dit actionnable, selon la classification de l'ESCAT, un traitement ciblé doit être commencé. La classification de l'ESCAT, c'est une classification de la société ESMO européenne de cancérologie qui cherche à montrer le niveau de preuve pour des thérapies ciblées. Or, il y a plusieurs thérapeutiques ciblées dans le cholangiocarcinome qui ont maintenant des niveaux de preuve ESCAT 1, 2 et qui doivent donc être utilisés. Nous avons considéré que, bien qu'il s'agisse d'études à l'heure actuelle, pour la plupart non randomisées, les données étaient plus favorables qu'à celles de la chimiothérapie par Folfox. Et donc, en cas d'altération moléculaire, on considère que le traitement ciblé est recommandé en première intention, en deuxième ligne thérapeutique, grade G1+. En l'absence d'altération moléculaire identifiée, une chimiothérapie par Folfox. Chez les patients PS2, peut se discuter une monochimiothérapie par fluoropyrimidine seule. Bien sûr, toujours les soins de support et pour les patients PS3-4, probablement soins de support exclusifs. Donc, quelle est la place de l'analyse des altérations génomiques pour guider les traitements? Encore une fois, il y a maintenant des niveaux de preuve suffisants pour recommander des thérapies ciblées dans les cholangiocarcinomes. C'est extrêmement vrai pour l'intrahépatique où on va avoir plusieurs possibilités, mais dans le cholangiocarcinome périhilaire, on retrouve également des altérations et il va donc falloir les chercher. Les altérations qui sont recommandées vont être le statut MMR en immunohistochimie avec confirmation en biologie moléculaire du statut MSI, qui nous guidera bien sûr vers des traitements d'immunothérapie basés sur un anti-PD-1. Une anomalie d'HER2, on va chercher une surexpression et une amplification d'HER2 en immunohistochimie est confirmée par FISH, qui peut survenir dans les intras et les périhilaires. Pour les deux tumeurs, un panel ADN qui va rechercher les altérations IDH1, CARAS et BRAF, et un panel ARN qui va chercher des altérations de l'ARN avec des fusions du FGFR2 et de NTRK. Et donc, il y a ici des aspects technologiques, techniques, et il convient de savoir quels tests sont possibles et de rediscuter avec les biologiques moléculaires, avec les plateformes, pour être sûr qu'on a un test adapté. Un exemple à l'heure actuelle important, c'est le FGFR2. Faire une recherche de mutation en ADN n'est pas performant dans le cholangiocarcinome. On va chercher des fusions et donc il faut faire un panel ARN adapté. Donc il faut s'assurer qu'on a les bonnes techniques, sinon évidemment on ne trouvera pas les altérations et on ne pourra pas proposer des traitements adaptés aux patients. Donc, il nous a paru important de réaliser ce screening dès l'initiation du traitement de première ligne. On a dit c'est des techniques complexes. Parfois, les prélèvements sont pas suffisants et on va devoir aller rebiopsier les patients, mais c'est quelque chose qui est indispensable car on a des traitements démontrés efficaces. Et donc, parmi les altérations et les médicaments qui nous ont semblé justifiés à l'heure actuelle de recommandation, mutation IDH1 avec l'ivosidenib grade 1+, G1+, sur un essai randomisé, fusion réarrangement FGFR2, le pemigatinib, le futibatinib, l'infigratinib sur des essais monobras, grade G2+, les réarrangements NTRK, grade G2+, les tumeurs MSI anti-PD-1, grade G2+, les mutations BRAF V600, association d'abrafénib, trametinib, grade G2+, les amplifications HER2, trastuzumab, pertuzumab, avis d'experts, zanidatamab, grade G2+. Excusez-moi. On revient sur l'algorithme général pour rappeler les différentes choses qu'on a discutées. Donc, c'est l'algorithme du cholangiocarcinome intrahépatique parce qu'il y a la discussion des traitements locaux-régionaux qui ne rentrent pas dans le périhilaire, mais une bonne partie de cet algorithme en dehors des traitements locaux-régionaux est applicable au périhilaire. Donc, une atteinte limitée au foie
En cas de résecabilité, on va à la chirurgie et on propose de la capecitabine en adjuvant. En cas de tumeur limitée au foie non résécable, on peut discuter de traitements locaux régionaux de type radiothérapie ou radiofréquence si la tumeur est suffisamment petite. Lorsqu'elles sont trop grosses et multiples, on aura recours au traitement systémique et pourra se discuter un traitement intra-artériel de type radiothérapie interne sélective, la radioembolisation ou de chimioembolisation. En cas de maladie extrahépatique, se discutera un traitement systémique. Ce traitement systémique, la première ligne standard, c'est cisplatine, gemcitabine, durvalumab s'il est disponible. La deuxième ligne, c'est une thérapie ciblée selon le portrait moléculaire s'il y a une altération. Sinon, du Folfox. Et chez les patients qui ont un état général altéré, les soins de support exclusifs, sachant que ces soins de support, bien sûr, on les applique également à n'importe quel autre moment de cet algorithme. Je vous remercie de votre attention et nous sommes prêts à répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Julien. C'était très clair. Du coup, il n'y a pas encore de questions, mais ça peut être l'occasion peut-être aussi de reparler de la chimiothérapie de première ligne avec le GEM6, parce que c'est vrai qu'en France, on a fait pendant longtemps beaucoup du GEMOX. Et donc de pouvoir peut-être rappeler que le standard maintenant ça doit vraiment être considéré l'association GEM6 et ses modalités d'administration dont on a vu au cours d'une enquête qu'elles n'étaient pas parfaites. Donc si tu veux revenir dessus, ça peut être l'occasion d'en discuter. Ouais, très bien, merci Cindy. Donc effectivement, il y a une propension à faire historique du GEMOX, parce que c'était le schéma développé en France et qu'on avait l'habitude. Il y a aussi, je pense, des arrière-pensées sur le cisplatine et comme tu le dis, lorsqu'on a essayé de faire une enquête qui demandait aux praticiens ce qu'ils évoquaient et ce qu'ils pensaient du GEM6, revenait en notion qu'il y aurait besoin d'une hospitalisation. Donc le GEM6 voie biliaire est une chimiothérapie avec 25 mg/m² de cisplatine qui ne nécessite pas d'hyperhydratation, qui est faisable en hôpital de jour sans aucune difficulté. Et en termes de tolérance, il n'y a pas, il y a des profils de toxicité différentes, avec probablement un peu plus de toxicité hématologique du cisgem, mais moins de toxicité neurologique comparé au GEMOX. Et ce qui fait que on a un profil tout à fait satisfaisant de toxicité du GEM6. C'est le schéma qui est validé dans une phase 3 randomisée, comparé à des petites phases 2 monobras pour le GEMOX. Et donc, clairement, ça paraît important de le resignaler. Ce d'autant plus maintenant qu'avec la disponibilité du durvalumab, qui n'est démontré à l'heure actuelle qu'avec le cisgem, ça donne un argument supplémentaire pour utiliser ce qui est démontré dans la littérature. Merci beaucoup. J'ai toujours pas de questions par le chat, alors on peut peut-être commenter aussi. Alors, on va juste continuer un dernier argument. Ouais. À l'heure actuelle, la seule deuxième ligne validée dans une phase 3 randomisée, c'est le Folfox. Et donc, si on utilise du GEMOX, qu'est-ce qu'on fait? On n'a rien de validé en deuxième ligne, donc on est aussi embêté. Est-ce que tu peux préciser que si on fait CIGEM Durva, ce qu'on fait au bout des 6 mois de CIGEM, puisque jusqu'à présent, on a plutôt l'habitude en France de maintenir une chimio? Oui, c'est vrai que dans l'essai Topaz qui avait validé le CIGEM Durva, c'était comme dans l'essai ABC02, 8 cures, soit 6 mois de CIGEM et une pause à l'arrêt. Et donc, avec le durvalumab, il y a un entretien par durvalumab. C'est une des questions qui sera intéressante de poser dans l'avenir. Est-ce que faire une maintenance, par exemple, par gemcitabine seule en association avec le durva aurait un apport? À l'heure actuelle, on ne sait pas. Et ce qui était démontré dans les phases 3, c'est un arrêt après 8 cycles. Après, donc, concernant la thérapie ciblée, on peut peut-être insister sur le fait que même si
les indications des anti-IDH1 notamment ont été posées en 3e ligne. On a pris le parti de les positionner en 2e ligne, considérant que c'était plus favorable par rapport à du Folfox et pour pas rater une opportunité pour les patients aussi d'accéder à ces traitements de thérapie ciblée. Alors, j'ai toujours pas de questions dans le chat, mais on peut peut-être discuter de la place de la biopsie liquide, parce que c'est aussi des questions que nos collègues peuvent se poser en pratique. Oui, effectivement, on a parlé de cette importance de la recherche d'altérations moléculaires. On a parlé aussi que parfois le prélèvement était de petite taille. Donc, il y a quelques études qui posent la question de la biopsie liquide. Il est probable que pour tout ce qui est altération de l'ADN sur des atteintes de gros volumes, comme un intrahépatique non résécable, on ait une bonne sensibilité pour rechercher des mutations d'IDH1, des mutations de BRAF. Il y a de l'incertitude sur les réarrangements FGFR2, notamment pour les intrahépatiques, où il se pourrait, selon les études, que la biopsie liquide soit moins performante que la biopsie tumorale. Donc c'est une possibilité, mais il faut connaître ce bémol de peut-être moins de sensibilité sur certaines altérations. Et on peut peut-être insister aussi sur le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir un prélèvement nécessairement congelé au niveau tumoral pour faire ces analyses, mais que ça peut tout à fait être fait sur la biopsie de routine en paraffine sur laquelle on a fait le diagnostic. Je pense que c'est un élément qui est important, et de ne pas hésiter à rebiopsier les patients si le prélèvement n'était pas contributif, en particulier si c'est un intrahépatique, là encore pour pas rater une opportunité de traitement. Oui, tout à fait. Je me rends compte que je n'ai pas dit à l'oral le pourcentage de ces altérations, mais dans le cholangiocarcinome intrahépatique, on considère que les altérations FGFR2, c'est de l'ordre de 10 à 15%, IDH1 du même ordre, BRAF 5%, etc. Et donc, si on additionne tout ça, c'est probablement presque un patient sur 2 qui a une altération ciblable. Et donc, il y a effectivement une importance de ne pas passer à côté de ça. Je pense que comme vos présentations ont été extrêmement claires, il n'y a pas d'autres demandes de clarification sur le chat. En tout cas, on a bien pu voir donc toutes ces évolutions dans la prise en charge des cholangiocarcinomes intrahépatiques et périhilaires, et donc qui vont permettre, on l'espère, de réduire ce pourcentage que tu nous montrais, Jean-Frédéric, au début, de 65% de patients qui accèdent à aucun traitement spécifique. Une question qui arrive. Donc, on nous demande si pas de matériel suffisant lors de la première biopsie pour biologique moléculaire, à quel moment la refaire avant de débuter toute chimiothérapie? Alors, ce serait l'idéal, mais en pratique, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que on voit le patient, on lui lance sa chimio et on demande la recherche d'altération moléculaire. Et puis, c'est un mois après qu'on reçoit, malheureusement, matériel insuffisant. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va le rebiopsier. C'est vrai aussi que comme ça, on a quelques risques de faux négatifs, c'est-à-dire qu'on va tomber sur du tissu nécrotique, mais il n'empêche que je dirais que c'est dès que vous avez l'information que malheureusement le prélèvement n'est pas contributif, il faut y aller, il faut pas se dire je vais attendre qu'il progresse en 2e ligne et je le ferai, parce que dans ce cas-là, en fait, il y a une forte probabilité que vous arriviez pas à placer le traitement en 3e ligne, et donc voilà. Par contre, on peut préciser qu'on peut utiliser le prélèvement, peu importe de quand il date dans la séquence thérapeutique, puisqu'il n'est pas censé être modifié par la pression thérapeutique de la chimio, comme on n'utilise pas de thérapie ciblée. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'attendre pour débuter la chimio. Même si on commence la chimio, ça va pas modifier le profil moléculaire. On a une question pour les périhilaires concernant la rentabilité du brossage pour rechercher les altérations, mais en sachant que là, on est sur des formes métastatiques quand même. Donc, on a... C'est vrai qu'en termes de diagnostic initial, on a ces difficultés-là. Là, on va parler des formes avancées. Alors, on a quelques formes localement avancées pour lesquelles on n'aura que le brossage initial. Et c'est vrai que malheureusement, on a des faibles rentabilités. C'est aussi dans ce genre de cas où parfois c'est à la progression qu'on arrive à les rebiopsier. On avait une cytologie, on n'a rien pu faire dessus. Et puis, on leur fait la chimio. De toute façon, c'est dur à évaluer.
et c'est après ils vont reprogresser et là on aura quelque chose de prélevable secondairement. Donc c'est vrai qu'on a des problèmes de rentabilité sur ces périhilaires pour lesquels on n'a une cyto, un brossage ou une toute petite biopsie et où on n'a pas toujours les réponses. Vous nous a aussi demandé, en cas de statut MSI, quelle molécule utiliser? Alors, la première réponse, c'est qu'à l'heure actuelle, on a un problème d'accès à l'immunothérapie, c'est-à-dire que MSI, il y a un accès au pembrolizumab pour le côlon, mais par contre, il n'y a pas d'accès précoce ou compassionnel pour les tumeurs non colorectales. Et donc, une AMM européenne, mais pas de... Oui, il y a une AMM, mais pas de remboursement ni d'accès précoce en France. Donc, on a cette difficulté-là. Donc, je vais avoir une réponse. Malheureusement, on est obligé de se débrouiller et on le fait au quotidien. On doit se débrouiller. Donc, s'il y a un essai d'un anti-PD-1 quelque part, vous l'adressez à l'essai d'anti-PD-1 quelque part, quel qu'il soit. C'est un essai d'association d'un anti-PD-1 avec quelque chose d'autre, on ne sait pas quoi, c'est pas grave, on l'adresse pour l'essai de phase précoce ailleurs. Pour une raison ou une autre, le patient n'est pas incluable dans un essai, et il faut discuter avec son pharmacien de comment on arrive à donner accès au MSI. Donc il y a quelques données MSI cholangiocarcinome qui décrivent des taux de réponse de l'ordre de 45%, donc des très bons taux de réponse de MSI avec ces réponses prolongées. Donc il faut absolument pas rater l'accès à l'immunothérapie pour ces patients. Et qu'est-ce que tu penses de ceux qui ont reçu du durvalumab, puisqu'ils l'auront reçu? Oui, c'est vrai que c'est une très bonne remarque à l'heure actuelle. Et effectivement, on pourrait considérer qu'ils sont traités par association avec le GEM6 durvalumab tant qu'on a l'accès précoce. Oui, effectivement, c'est un moyen de donner accès. Oui. Donc du coup, ça répond à la dernière question qui était arrivée, qui était comment fait-on pour obtenir le durvalumab dans nos structures? Donc du coup, comme tu dis, c'est ouvert, donc c'est sous forme d'un accès précoce. Donc il faut solliciter donc vos pharmaciens connaissent les procédures d'accès précoce. Il y a un site et c'est une demande individuelle pour chaque patient, mais qui, si on est dans une indication de cholangiocarcinome avancé en première ligne, est disponible pour les patients français. Je regarde si d'autres questions sont arrivé. Non, c'était la dernière question du chat. Ah, pardon, une question qui vient d'arriver à nouveau. On va peut-être la prendre, c'est la dernière. Récidive leucorégionale 2 ans après résection d'un cholangiocarcinome intrahépatique. Est-ce qu'on peut faire le profil moléculaire sur la tumeur primitive ou est-ce qu'il faut refaire une biopsie? Oui, Cindy, tu l'as dit, les drivers importants restent les mêmes, donc on peut tout à fait utiliser le primitif d'il y a 2 ans, il n'y a pas de souci pour ça. Donc peut-être, sauf si c'est sur une hépatopathie chronique, par contre, ça peut être une deuxième tumeur. Ça peut être aussi, ça peut être une discussion de la biopsie dans ce cas-là. Mais donc voilà. Donc je crois que c'est la question qui va clore ce webinaire. Donc on vous remercie à tous d'y avoir assisté. On remercie Jean-Frédéric et Julien pour leur présentation. On remercie à nouveau tous les rédacteurs, relecteurs, bibliographes et accompagnateurs logistiques de ces recommandations. Et on vous donne rendez-vous donc pour les prochains rendez-vous de la FEF, les recommandations concernant le TIPS qui auront lieu à Toulouse les 1er et 2 juin 2023 et la prochaine réunion de la FEF à Rennes sur la diapositive suivante, voilà, en octobre 2023. Et on termine en remerciant nos soutiens institutionnels, donc AstraZeneca, Insight et Servier, qui nous ont permis également de réaliser ce webinaire. Bonne soirée à tous et à bientôt. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.